Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est un mauvais accord, mais la moins mauvaise des solutions. C'est par cette formule baroque que le ministre de l'économie résume le compromis trouvé dimanche soir entre l'Union européenne et les États-Unis concernant les droits de douane. Dès vendredi, la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique seront surtaxés de 15%. Mais Éric Lombard prévient, cet accord n'est pas finalisé et je cite, nous veillerons à ce qu'il soit amélioré. Pour l'heure, Baptiste Morin, toutes les filières françaises ne sont pas logées à la même enseigne. De Donald Trump, l'Europe a obtenu des exemptions pour les secteurs aéronautiques et pharmaceutiques notamment. Bonne nouvelle pour la France, ces deux-là représentent en cumulé 27% des exportations tricolores vers les États-Unis. Mais d'autres filières prestigieuses font la grimace, comme les cosmétiques, 3,4 milliards d'euros d'exportation l'an dernier. Le secteur va passer de 0 à 15% de droits de douane. Et ce ne sera pas sans conséquence, prévient Emmanuel Guichard, délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Les États-Unis, c'est notre premier marché d'export. Avec 15% de droits de douane, si on se base sur une étude faite par le cabinet Asterès, on peut estimer qu'il y aurait une perte de 300 millions d'euros d'exportation et ça peut menacer en France 5000 emplois juste pour l'industrie cosmétique. Autre filière menacée, celle des vins et spiritueux, même si le flou persiste encore à l'heure qu'il est. Jean-Michel Fabre est le président des vignerons indépendants. Notre secteur a besoin de pénétrer le marché américain qui reste notre premier marché en volume mais aussi en chiffre d'affaires et c'est aussi le premier pays à la consommation au monde. 4 milliards d'euros de bouteilles sont partis pour les États-Unis l'an dernier, soit 8% du total des exportations françaises outre-Atlantique. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1 et les organisations patronales ainsi que les fédérations des filières économiques concernées par les droits de douane américains seront reçus demain à Bercy par les ministres de l'économie et des affaires étrangères. Gérald Darmanin espère présenter sa grande réforme du système judiciaire en octobre prochain. Le garde des Sceaux dévoilait hier les 10 articles de ce futur texte. Il prévoit notamment de réserver les peines de prison avec sursis aux seuls primo-délinquants ou encore de rétablir les peines inférieures à 1 mois ferme, supprimées en 2020. Une mosquée des Hauts-de-Seine dans le viseur des autorités. Et c'est au moins la 10e en France depuis le début de l'année. Le préfet des Hauts-de-Seine vient de mettre en demeure la mosquée Omar du Sud, située dans la ville de Bagneux. Jean-Baptiste Marty, vous avez pu consulter pour Europe 1 le courrier adressé aux responsables du lieu de culte. Quelle est la raison de cet avertissement ? Eh bien, des prêches récents prononcés par Mohamed Medaoui, un homme soupçonné de faire la promotion d'un islam radical. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. Monsieur Mohamed Medaoui est à la tête d'une maison d'édition, Madrasa Animé, et il a été condamné par la justice pour avoir publié des textes ou des illustrations qui présentent un danger pour la jeunesse et susceptibles d'inciter à la violence, en l'espèce en décrivant des scènes de torture. Pour la justice, ces livres intitulés « Héros de l'islam, les compagnons du prophète » font la promotion du djihad et se rapprochent du salafisme, un courant de l'islam radical, notamment à travers la représentation de personnages sans visage pour le préfet des Hauts-de-Seine, en invitant cet éditeur controversé, la mosquée, se met hors la loi. Je n'hésiterai pas à mobiliser l'éventail de sanctions qui sont à ma disposition et qui sont à disposition de l'État si jamais ces faits devaient se reproduire. Déjà, dans le viseur des autorités, la mosquée de Bagneux n'avait pas été conviée aux assises territoriales de l'islam de France du département le 1er juillet dernier. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Au moins 4 morts, dont un policier en plein cœur de New York cette nuit. Un tireur solitaire a ouvert le feu dans un gratte-ciel de Manhattan où se trouvent notamment les sièges de la Ligue de football américain et du géant de la finance Blackstone. L'assaillant s'est ensuite suicidé. Selon la police locale, cet homme est originaire de Las Vegas et présente des antécédents psychiatriques. Au Royaume-Uni, l'accueil des migrants suscite de fortes tensions. 1 an après les émeutes anti-immigrés consécutives à une attaque au couteau contre des enfants à Southport près de Liverpool, la colère d'une partie de l'opinion se concentre désormais autour de ces hôtels réquisitionnés par les autorités pour héberger des migrants. C'est une affaire d'agression sexuelle sur une jeune Anglaise impliquant un demandeur d'asile éthiopien qui a mis le feu aux poudres. Les explications de Sarah Menahi, correspondante d'Europe 1 à Londres. Depuis 2 semaines, quotidiennement, ces manifestants se rassemblent devant l'hôtel Bell d'Epping, une ville de 11 000 habitants au nord de Londres. Ils protestent contre la présence des demandeurs d'asile. Une fois entrés dans le système, ces derniers sont logés par les autorités, le plus souvent dans des hôtels où ils peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce dispositif a un coût, 10 millions d'euros par jour pour l'État. C'est ce chiffre que dénoncent les manifestants. Interrogé par la chaîne Sky News, le ministre britannique du Commerce, Jonathan Reynolds, dit comprendre la frustration du grand public. Je comprends leur frustration.
Si l'on considère le nombre d'hôtels, ils étaient 400 au plus fort de la crise et ils ne sont plus que 200 aujourd'hui. Le nombre diminue donc, les demandes d'asile sont traitées plus rapidement et davantage de personnes ont été expulsées sous ce gouvernement. Mais je comprends la frustration. À l'échelle locale, plusieurs conseils municipaux demandent aujourd'hui la fermeture de ces hôtels. En attendant, le ministère britannique de l'Intérieur travaille à la relocalisation de certains demandeurs d'asile. Londres, Sarah Menei, Europe 1. Donald Trump s'est exprimé longuement sur les conflits en cours. C'était hier, après un entretien avec le Premier ministre britannique Keir Starmer en Écosse, où le président américain est en déplacement depuis vendredi. Donald Trump promet l'ouverture de centres de distribution alimentaire sans restriction d'accès à Gaza. Et concernant la guerre en Ukraine, le républicain raccourcit à 10 à 12 jours l'ultimatum lancé à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Ce délai était fixé initialement à 50 jours. Vous écoutez Europe 1, il est 6h07. De plus en plus de homejacking en France. Ces cambriolages ultra-violents au cours desquels les propriétaires des lieux visés sont menacés à bout portant, parfois séquestrés. Plusieurs célébrités en ont été victimes ces derniers mois, mais les touristes sont également des cibles privilégiées. Exemple encore le week-end dernier dans un Airbnb parisien occupé par une famille brésilienne. Caroline Baudry, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 515 homejacking en 2023, 550 en 2024. Ces cambriolages violents ont augmenté de 7% en un an. Le chiffre pourrait encore grimper cette année, explique Sandy Bréjon, déléguée syndicale chez Police Alliance Nationale. On est à peu près à 250 en moyenne, sachant qu'on est à la moitié de l'année. On a de l'augmentation tout simplement à cause des réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui, sur leur profil, vont mettre leur date de vacances, qui vont montrer leur intérieur. Ça permet vraiment aux cambrioleurs de pouvoir estimer ce qu'il y a à l'intérieur du logement. Ces cambrioleurs se divisent en deux catégories, explique-t-elle, des jeunes de moins de 20 ans sous alcool et produits stupéfiants ou des quadragénaires en bande organisée qui font un gros travail en amont. Tous sont armés et prêts à tout, alerte la policière. Ce que nous on conseille, c'est de rester calme, de donner et d'écouter ce que les voleurs veulent. Et une fois que les voleurs sont partis, tout de suite faire le 17, ne surtout pas toucher à quelque chose. On peut avoir de l'ADN un peu partout. Grâce à l'analyse de l'ADN et des réseaux sociaux, la police revendique un taux d'élucidation des homejacking de 70% en France. Caroline Baudry. L'incendie déclenché par l'utilisation d'une meuleuse pour des travaux de clôture dans l'Hérault hier a finalement été fixé en début de soirée. 320 hectares parcourus par les flammes sur la commune de Cournon-Sec au sud de Montpellier. Aux portes de Marseille, un feu a détruit une dizaine d'hectares de végétation au Pen-Mirabeau et à Septem-les-Vallons, perturbant le trafic aérien et la circulation sur 2 autoroutes. Vous n'êtes pas prêt. Non, vous n'êtes pas prêt à tomber nez à nez avec un python royal d'1,80 m en région parisienne. C'est pas banal et pourtant le risque existe à Morsang-sur-Orge en Essonne. Oui, un serpent est porté disparu depuis la semaine dernière. Il s'est échappé de son terrarium, profitant du manque de vigilance de son propriétaire, Cyril de la Morinerie. Oui, depuis 4 ans, Vincent élève un python royal d'1,80 m de long et qui pèse 8 kg. Ce passionné d'animaux, qui possède notamment plusieurs lézards et un chien, a perdu la trace de son serpent préféré. Après l'avoir montré à une amie jeudi dernier, Na, le nom de son python royal, a pris la poudre d'escampette. J'ai refermé le terrarium, mais en oubliant de mettre le loquet. Les pompiers sont venus, ils ont fouillé toute la maison, nous ont dit on l'a pas trouvé, mais ça veut pas dire qu'il est pas chez vous. Vincent a alors prévenu tous ses voisins et posté un message sur les réseaux sociaux. La mairie de Morsang-sur-Orge a également alerté les habitants, mais le propriétaire de ce python royal se veut rassurant, son serpent n'est pas venimeux. Sa tête fait 5 cm de long. Et puis il a des toutes petites dents. Il a toujours été nourri avec des rats décongelés, donc il n'a pas l'instinct de prédateur. Le chef des pompiers, par exemple, en partant, nous a dit « Moi, je suis pas inquiet pour les gens, mais je suis inquiet pour votre serpent parce qu'il est dehors, il va se faire bouffer par un chat ou par un oiseau. » Attention, si vous croisez néanmoins ce python royal, éloignez-vous et appelez au plus vite les pompiers, car s'il se sent en danger, ce serpent peut mordre. En attendant, les recherches se poursuivent, notamment dans le jardin des voisins. Je suis bien content de ne pas habiter là-bas. Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie. Non, mais ça va, vous saurez faire face, vous l'attrapez par la queue. Oui, j'ai un petit peu peur quand même. Il est un peu difficile pour remonter. En attendant l'arrivée en liste de la superstar Léon Marchand, c'est de la natation. Demain, un premier titre tricolore décroché aux mondiaux de natation à Singapour. Maxime Grousset, médaillé d'or sur le 50 mètres papillon hier. Magnifique performance pour le Calédonien, 1 an après des JO de Paris au cours desquels il n'avait décroché aucun podium en individuel. Charles Bouchin. Oui, Maxime Grousset a assumé son statut de favori, 22 secondes et 48 centièmes à l'arrivée, nouveau record de France. Et pourtant, le néo-calédonien était mal parti, longtemps devancé par son grand rival Noé Ponty. Le nageur français remonte comme un boulet de canon dans les derniers mètres pour devancer le Suisse de 3 petits centièmes. Une course folle qu'il décrit au micro de France Télévisions. Après, je vois qu'au 25, il est devant moi. J'ai mis un petit coup d'œil.
me suis dit, reste grand. Et voilà, c'était vraiment une course fabuleuse, c'était vraiment cool. Et l'été dernier, Maxime Grousset a connu des Jeux Olympiques frustrants à Paris, seule une médaille de bronze en relais. Mais après cette Olympiade, le nageur a su sortir la tête de l'eau, comme l'explique sa compagne Zoé. Il a énormément travaillé sur lui, il a beaucoup échangé avec son staff, il a changé certaines choses aussi cette année. C'était vraiment les Jeux maintenant c'est derrière moi. Je suis concentrée aussi sur toutes les petites échéances internationales et notamment les championnats du monde jusqu'à Los Angeles. Donc c'est top. La jeune femme décolle ce matin pour Singapour où elle suivra les 3 autres courses individuelles de son petit ami. Il est engagé sur 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon et 50 mètres nage libre. Charles Bouchin. Merci Maëlle Asseni, votre journal de 6h.